Dans l'exercice sur Doleka, dans le sud de la Côte d'Ivoire, on vous proposait un exercice où il fallait chercher les dimensions et le champ d'une étude. Donc on était dans un contexte de compétition pour l'espace entre des parcours et des cultures annuelles, avec des groupes sociaux éleveurs et des groupes sociaux éleveurs et agriculteurs, et dans un contexte donc de compétition entre les parcours et les cultures annuelles. L'étude concerne la gestion des ressources fourragères et elle est demandée en vue de l'amélioration des ressources fourragères qui commencent à poser problème. Donc, quelles sont les dimensions d'une telle étude? A priori, gestion des ressources fourragères, on peut penser qu'on a une dimension biologique qui concerne la dynamique des ressources fourragères et une dimension technique qui correspond à la conduite des troupeaux et donc à la gestion du système d'affouragement. Mais quand on y regarde de plus près, en réalité, les 7 dimensions que l'on a identifiées dans le cours sont présentes et importantes. Dans la mesure où les troupeaux ont une fonction économique importante, notamment de capital, mais aussi de revenus pour les peuls, la dimension économique est tout à fait présente dans cette situation. Dans la mesure où on a plusieurs groupes sociaux, des peuls et des sénoufos, mais qu'on a également les habitants de Doleka et les habitants voisins qui utilisent les ressources fourragères du village pour leurs troupeaux, on va avoir une dimension sociale qui va être importante. Également, la dimension idéologique est importante, à savoir comment est-ce que les utilisateurs et les gestionnaires des ressources fourragères de Doleka se représentent-ils l'évolution de ces ressources? Comment ils prennent en compte d'éventuels résultats d'études qui montrent que ces ressources sont en voie de dégradation? La dimension juridique est importante aussi, puisque de nombreuses règles régulent l'accès aux différentes ressources pour les troupeaux, que ce soit les parcs de nuit, que ce soit les points d'abreuvement ou que ce soit les parcours. Donc, toutes ces règles concourent à faire fonctionner ou non la gestion des troupeaux et la gestion de ces ressources. La dimension politique est également présente. Qui décide qu'on peut avoir accès à telle ressource, à tel point d'eau ou à tel parcours? Et surtout, qui décide du nombre d'animaux qui peuvent venir pâturer sur le village, en particulier les troupeaux des voisins? Comment se prennent ces décisions? Donc, on voit bien que toutes les dimensions sont présentes dans un tel sujet. La deuxième question concernait le champ. Elle était formulée: quel champ global faut-il retenir pour l'étude afin que chaque dimension soit étudiée sans oublier un espace, un groupe social ou un acteur? Le plus simple, c'est de prendre chaque dimension et de se demander quel est le champ social, le champ géographique ou le champ historique qu'il convient de prendre pour que cette dimension soit correctement traitée. Si on prend maintenant la dimension biologique et la dimension technique, il s'agit du rapport concret entre les troupeaux et les ressources fourragères. Donc comme il y a des troupeaux de l'extérieur qui viennent pâturer sur les ressources fourragères de Doleka, il va falloir prendre en compte ces troupeaux-là. On ne va donc pas se contenter uniquement des animaux qui appartiennent aux gens de Doleka. Donc on va prendre les autres animaux et leurs propriétaires ou leurs bouviers, peuls, c'est-à-dire ceux qui mènent ces troupeaux. Inversement, dans la mesure où les troupeaux de Doleka vont pâturer à l'extérieur, on va prendre comme champ spatial les parties qui sont pâturées par les troupeaux de Doleka. Alors il se peut que ça soit vraiment à la marge et qu'après une pré-enquête succincte, on laisse tomber certaines parties de pâturage en dehors de Doleka, pâturées par les troupeaux du village, mais qui correspondent à moins de 5% par exemple de la ressource fourragère. Dans ce cas-là, on peut parfois laisser tomber certains espaces quand ils ont une importance vraiment minime. Pour la dimension sociale, il est bien évident qu'on va prendre les deux groupes sociaux caractérisés par le groupe ethnique en présence, à savoir les Peuls et les Sénoufos, puisque ces deux groupes ont des animaux.
Mais on va prendre également les voisins qui sont concernés, ceux qui ont des troupeaux qui pâturent à Doléka ou ceux qui ont des terres pâturées par les troupeaux Doléka. Il y a encore un groupe social qui apparemment n'est pas concerné par le sujet. Ce sont les agriculteurs sénoufos qui n'ont pas de troupeaux. Mais dans la mesure où ils sont en compétition pour les espaces dévolus à la culture ou les espaces mis en jachère et qui vont servir de ressources fourragères, il va falloir aussi les prendre en compte. Si on prend maintenant la dimension économique, qui faut-il prendre en compte? Eh bien, de la même manière, on va prendre les peuls, on va prendre les sénoufos parce ils accordent peut-être des fonctions économiques différentes à leurs troupeaux. Également, les agriculteurs aussi, dans la dimension économique, doivent être pris en compte. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui utilisent le fumier des troupeaux, notamment le fumier qui est collecté dans les parcs de nuit. Donc, il va falloir prendre les agriculteurs, mais également les chefs de terre. Dans la dimension idéologique, on a vu qu'il s'agit ici de la représentation que les acteurs peuvent se faire des parcours et des ressources fourragères d'un côté, mais aussi des troupeaux. Il va falloir prendre les utilisateurs des ressources fourragères, donc les éleveurs, les gestionnaires, donc les gestionnaires des terres et les gestionnaires des troupeaux. Et il va falloir également prendre en compte tous ceux qui interviennent dans la construction de la représentation que les acteurs ont sur les ressources ou sur les troupeaux. En particulier sur les ressources, s'il y a des techniciens, s'il y a des équipes de recherche qui ont fait des bilans sur l'état des ressources fourragères, comment est-ce que leurs résultats sont pris en compte par les agriculteurs et les éleveurs? Voilà, c'est des questions qui nous amènent à prendre en compte ces études et donc ces techniciens ou ces chercheurs. Comment intervient le centre de recherche qui est installé sur le territoire de Doléka et qui fait de la recherche sur l'élevage? Est-ce qu'ils interviennent pour fournir des éléments innovants dans la gestion des pâturages ou est-ce qu'ils sont totalement séparés des habitants de Doléka? Là, il y a une question à laquelle il faudra répondre rapidement pour savoir si on les inclut ou non dans le champ de l'étude. Également dans la dimension idéologique, lorsqu'on applique cette dimension à la représentation sur les troupeaux, il va y avoir des différences entre les peuls qui ne sont qu'éleveurs, pour qui le troupeau est toute la richesse, à la fois capital, patrimoine et source de revenus, et également d'activité, et les sénoufos pour qui le troupeau ne représente qu'un capital. Donc là, bien évidemment, à ce niveau-là, il faut bien prendre en compte les deux groupes sociaux. Pour la dimension juridique, on sait qu'on a beaucoup de règles qui concourent à harmoniser ou à régler les conflits d'utilisation des ressources fourragères et des terres. Mais on a souvent superposition de règles. On a des règles locales qui seront principe souvent orales, des ententes, des contrats oraux entre les peuls et les sénoufos par exemple. Mais on a aussi une loi foncière. On peut aussi avoir eu des modifications des règles foncières et des règles d'appropriation. Donc sur ce terrain-là du juridique, on peut être amené à prendre un espace beaucoup plus important qui peut aller jusqu'à l'espace national. Sur la dimension politique, qui fait référence à la manière dont sont prises les décisions, on a bien sûr à prendre en compte les acteurs qui participent aux prises de décision. Mais il ne faut pas oublier ceux qui les subissent, ceux qui en subissent les conséquences. Notamment, est-ce qu'ils accordent une légitimité à ceux qui prennent les décisions ? En cas de modification des règles, s'il y a un projet d'amélioration de la gestion des ressources fourragères, est-ce que la façon dont seront construites ces nouvelles règles, peut-être avec un projet extérieur, est-ce que cette façon sera reconnue? Est-ce qu'elle sera considérée comme légitime? Est-ce que ces règles seront acceptées? Donc, on va prendre en compte les acteurs locaux qui concourent à prendre les décisions et à les faire respecter.
on va prendre les acteurs locaux qui subissent les décisions et on va prendre les acteurs extérieurs qui concourent à la modification de ces règles. Projets ou organismes de recherche ou également encadrement national de l'élevage par exemple. Donc on s'aperçoit que selon les différentes dimensions, le champ social, en tout cas, peut varier. Alors, quel va être le champ global? Eh bien, ça va être finalement l'ensemble de tous les acteurs qui sont pris à un titre ou à un autre. Simplement, dans le cours de l'étude, on ne va pas poser des questions dans tous les domaines à tout le monde. Certaines dimensions, comme les dimensions politiques ou idéologiques, nous amèneront à interviewer des acteurs plus nombreux que les dimensions techniques, peut-être, mais sur des points beaucoup plus précis. On a quelques indications. On sait que dans les années 60, une partie de la population migrait vers les villes ou vers le sud pour faire du café et du cacao, mais qu'au début des années 90, on a eu une crise économique et que la population a commencé à revenir au pays et on a une augmentation à nouveau de la population. C'est à partir de ce moment-là que la compétition pour l'espace se met en place. À mon sens, il faut remonter au moins à la naissance de cette compétition pour l'espace, c'est-à-dire à peu près au moment de cette crise économique, pour comprendre comment ceux qui sont revenus du sud ou revenus de la ville parce qu'ils n'avaient plus d'emploi ou parce que le café ou le cacao ne se vendait plus sur le marché international, comment ils se sont réinsérés dans le village. Et voilà qu'on a un nouveau groupe social qui réapparaît. Peut-être que ces gens-là vont devoir être pris en compte en tant que tels, même s'ils ne sont ni agriculteurs ni éleveurs, pour voir comment ils vivent ce retour et comment ils vivent ce qui se passe sur leur territoire. Donc la dimension historique, c'est au moins à partir des années 90. Il n'est peut-être pas nécessaire de remonter jusqu'aux années 60. Mais ça, dans le courant de l'étude, on pourra modifier ce point de vue et changer la profondeur historique de l'étude. Donc finalement, le champ social de cette étude est quand même assez vaste. Tout d'abord, il dépasse les simples habitants de Doléka. Deuxièmement, il va être constitué des grands groupes sociaux que sont les Peuls et les Sénoufos. Troisièmement, il va falloir prendre en compte aussi bien les éleveurs que les agriculteurs étant eux-mêmes beaucoup plus nombreux que les propriétaires fonciers. Il va falloir prendre aussi en compte les propriétaires fonciers en tant que tels. On sait qu'on a, à cause du système d'héritage, 5 propriétaires fonciers, mais la plupart des habitants du village sont agriculteurs chez les Sénoufos. Donc on a là une population beaucoup plus vaste. On a des acteurs qui ne sont pas résidents à Doléka, d'une part les voisins, qui utilisent les pâturages ou dont on utilise les pâturages pour les troupeaux du village. On a les techniciens, on a éventuellement des projets de recherche ou des projets de développement sur les ressources fourragères. On a l'Institut de la recherche sur l'élevage qui est basé à Doléka, ce qui nous fait, somme toute, une population importante et diversifiée. Ça ne veut pas dire qu'on va interviewer tout le monde. Ça, ce n'est pas notre échantillon, ce n'est pas la liste des gens à interviewer. C'est uniquement les limites des groupes sociaux, la délimitation des groupes sociaux qu'il faut prendre en compte. Après, à l'intérieur de ces groupes sociaux, on fera un échantillonnage où on pourra aller voir l'intégralité des membres de groupes sociaux. Par exemple, les éleveurs Peuls, s'ils sont que 5 ou 6 dans le village, on peut tous aller les voir. Les propriétaires fonciers, ils sont 5 ou 6, on peut tous aller les voir. Par contre, les agriculteurs, eux, sont certainement beaucoup plus nombreux. Donc là, on fera un échantillonnage. Et on sait qu'on a des agriculteurs qui sont peut-être ceux qui sont revenus après une migration en ville ou dans le sud. Peut-être que c'est ceux-là qui sont les plus demandeurs de terre. Donc là, on fera un échantillonnage qui tient compte de l'histoire des gens, en particulier par rapport à ces migrations dans les années 60. Hein, voilà. Donc, il ne faut pas confondre le champ et l'échantillon. Et il faut bien se rendre compte que ce champ, quand on l'identifie en tout cas sur le plan social,
nous permet déjà de lister les différents groupes sociaux. Donc d'avoir une première vision de la structure de la société par rapport à notre sujet et de la structure de la société au regard des différentes dimensions du sujet. J'insiste à nouveau sur le fait qu'on arrive à construire ce champ social de l'étude quand on a d'abord balayé les différentes dimensions. Et c'est extrêmement fructueux pour ne pas oublier une partie des territoires ou une partie des groupes sociaux concernés.